Ah là là, quoi de plus pertinent pour vous parler de roches extraterrestres que notre partenaire du jour, j'ai nommé Novium. Novium, ce sont de magnifiques stylos overpen, c'est-à-dire en sustentation magnétique, inspirés par le spatial évidemment, qui en plus d'être particulièrement stylés, renferment une technologie de précision pour l'écriture. Vous avez plusieurs modèles, le classique, un stylo bille qui se tient à la verticale sur son socle, le futur, stylo plume ou roller incliné, et l'Interstellar, le stylo bille incliné. Justement, l'Interstellar Edition que je vous présente ici est incliné de 23,5 degrés, en référence, évidemment, vous le savez tous, à l'inclinaison de l'axe de la Terre. Il est disponible en plusieurs coloris, regardez-moi ça, il y en a plein, et les versions premium revêtent, au choix, un anneau en or 18 carats ou un fragment de météorite Muonionalusta, ouais, je crois que c'est ça, une météorite de fer découverte en Europe du Nord et qui est de style Widmanstätten, un aspect extrêmement spécifique. D'ailleurs, l'Overpen Interstellar a reçu le prix du magazine Time d'une des meilleures inventions de l'année 2022. Et faut avouer qu'en noir et or, ça rend vraiment pas mal dans mon studio espace. Chaque produit est livré avec un emballage particulièrement soigné, les cartouches d'encre sont rechargeables, et le site de Novium propose aussi des accessoires tout aussi qualitatifs, comme ce magnifique notebook en simili-cuir qui se marie parfaitement avec n'importe quel overpen. C'est donc à la fois un stylo confortable et précis pour l'écriture, mais aussi un magnifique objet pour votre bureau, surtout si vous ou vos proches êtes fans d'espace. Profitez d'une réduction de 10% et la livraison gratuite sur toute la gamme d'Overpen Novium avec le lien en description ou le QR code affiché à l'écran et le code de réduction Stardust. Merci encore à Novium de soutenir la chaîne et restons dans le thème, concrètement, à la conquête d'objets errants dans le système solaire. Bon documentaire. Dans la nuit du 15 janvier 2006, plusieurs scientifiques sont réunis dans le désert de l'Utah autour d'un objet qui vient de traverser l'atmosphère. Un hélicoptère éclaire la scène et personne ne touche à cette capsule noire. Et pour cause, elle renferme du matériau extraterrestre. Cette capsule, lancée 7 ans plus tôt de Floride, a voyagé sur des milliards de kilomètres à travers le système solaire pour ramener des échantillons de comètes. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Stardust, mais aussi de Deep Space One et Deep Impact, les 3 sondes cométaires les plus ambitieuses de la NASA. Durant les décennies 1980 et 1990, le succès des missions comme celle lancée vers la comète de Halley motive la NASA. Le 29 juillet 1999, la sonde Deep Space One réalise un survol du tout petit astéroïde 9969 Braille à une distance de 26 km. Malheureusement, les seules images de ce survol sont prises depuis une distance de 14 000 km à cause d'un problème technique, ce qui laisse un souvenir, disons, flou. Par la suite, la sonde visite la comète 19P Borrelly lors d'un survol le 21 septembre 2001. Découverte par Alphonse Borrelly à Marseille en 1904, elle se révèle à la sonde d'une façon claire. Deep Space One observe ainsi une forme de quille de bowling, longue de 8 km et large de 4, à une distance de 2171 km. Même si la sonde rencontre pas mal de problèmes et les résultats scientifiques ne sont pas vraiment révolutionnaires, Deep Space One a rempli son objectif de démonstrateur technologique puisqu'il s'agit de la première sonde utilisant la propulsion à ions. Pour l'exploration plus complète des comètes, la NASA se repose alors sur d'autres missions. Les astéroïdes et comètes, véritables réservoirs de matière primitive, deviennent des cibles de choix pour explorer les origines du système solaire. La Terre a été altérée par son évolution naturelle au fil des milliards d'années, tout comme les autres planètes et lunes,
ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment y trouver du matériau primitif datant de la création du système solaire. La solution réside alors dans les comètes et astéroïdes. Toutefois, une limite demeure. Les observations et survols ne permettent pas d'étudier en détail leur composition chimique et structurelle. Quand on envoie une sonde, elle est forcément limitée en taille et en masse. Une grande partie de la sonde est dédiée à son contrôle et sa survie dans l'environnement spatial. Ces instruments scientifiques sont donc très limités. Le retour d'échantillons est alors la meilleure solution. On récolte le matériau directement sur place, puis on le ramène sur Terre pour l'étudier dans des salles blanches et avec des instruments parfois plus gros qu'un pas de tir et sans limitation de temps. Le meilleur exemple de cette méthode reste le programme Apollo. Aujourd'hui encore, plus de 50 ans après leur arrivée sur Terre, les centaines de kilos de roches lunaires sont toujours analysés par des scientifiques du monde entier, avec des découvertes constantes, car, au fil du temps, les instruments d'étude évoluent et s'améliorent. Ce concept de retour d'échantillons, initialement perçu comme ambitieux voire irréalisable dans le cas d'une sonde, prend forme dans les bureaux de la NASA sous l'impulsion d'une équipe dirigée par Donald Brownlee, un astrophysicien spécialisé dans les poussières cosmiques. Pour Brownlee, capturer des particules cométaires et les analyser en laboratoire offrirait une fenêtre unique sur les conditions qui prévalaient aux premiers instants du système solaire. Le projet est nommé Stardust ou poussière d'étoiles. Une telle mission pose d'énormes défis financiers et techniques. Dans les années 1990, la NASA, confrontée à des restrictions budgétaires, abandonne son projet de survol de comètes, CRAF, jugé trop cher, et met en place le programme Discovery, destiné à développer des missions scientifiques moins coûteuses et à haut rendement. Ce programme répond au mantra du nouvel administrateur de la NASA, Dan Goldin, dont on a parlé dans des documentaires précédents. Le but, un peu contradictoire, est de faire des sondes de façon plus rapide, meilleure et moins chère. On y trouve entre autres Mars Pathfinder, un atterrisseur et mini-rover à destination de la planète rouge, Lunar Prospector, qui va cartographier la Lune, Messenger, mission ambitieuse vers Mercure, ou encore l'excellente mission Near Shoemaker, qui va se mettre en orbite autour de l'astéroïde Eros. Stardust est inclus dans ce programme en 1995. Avec un budget de moins de 200 millions de dollars, la mission doit être conçue pour maximiser l'efficacité tout en réduisant les coûts. La cible de Stardust sera la comète 81P Wild 2. Wild 2 présente l'avantage de faire partie des comètes de la famille de Jupiter, les Jupiter Family Comets, qui suivent des orbites relativement courtes, ce qui les rend accessibles pour des missions d'exploration. Découverte en 1978 par l'astronome Paul Wild, la comète Wild 2 était initialement observée avec une période orbitale, c'est-à-dire le temps qu'elle met à faire un tour du Soleil, d'environ 6 ans et demi. Toutefois, on savait que les comètes de la famille de Jupiter, comme Wild 2, peuvent voir leur orbite totalement changer par les forces gravitationnelles de Jupiter. C'est ce qu'il s'est passé en 1974, lorsque son orbite a été modifiée par la perturbation gravitationnelle de Jupiter. Après cet événement, sa période a été réduite à environ 4,8 ans, et au lieu d'avoir Jupiter comme point le plus bas de son orbite, la géante devenait le point le plus haut de son orbite, rapprochant la comète de la Terre. Elle sera donc plus facile à rejoindre avec une sonde, et le survol sera moins rapide. Enfin, c'est relatif. Le plan se met en place. Comme beaucoup de missions dans l'espace lointain, Stardust va utiliser une technique très pratique pour économiser du carburant, l'assistance gravitationnelle. En passant près de planètes, la sonde est accélérée. Plus le passage est proche, plus elle subira une forte accélération. En plus de ça, cette manœuvre permet à la sonde de changer de trajectoire. C'est cette technique qui a permis aux sondes Voyager de réaliser un tour quasi complet du système solaire en emportant une quantité infime de carburant. Évidemment, cela requiert une précision absolue.
Une infime erreur peut catapulter la sonde à des millions de kilomètres de sa cible. Mais cela permet d'économiser du carburant, et donc du poids, et donc d'emporter plus d'instruments et de systèmes. Ainsi, après son lancement, Stardust va faire une orbite complète autour du Soleil avant de rencontrer la Terre une seconde fois, ce qui va l'accélérer et la mettre sur une trajectoire croisant la comète Wild 2. Entre cette visite de la Terre et l'arrivée à Wild 2, elle rencontrera l'astéroïde 5535 Anne Frank. Elle arrivera ensuite proche de Wild 2 et survolera la comète à une vitesse de 6,1 km par seconde, soit près de 22 000 km par heure. Après le survol, son orbite la redirigera tout naturellement vers la Terre. À son arrivée, la capsule contenant les échantillons sera larguée et se posera dans l'Utah, tandis que le reste de la sonde continuera son voyage spatial à la rencontre, on l'espère, d'autres objets à étudier. Tout de suite, les ingénieurs se cassent la tête face au défi d'une telle mission. Une balle de fusil atteint rarement plus de 1200 mètres par seconde. Là, Stardust va passer près de la comète et son nuage de poussière à 5 fois cette vitesse. Si des morceaux de glace venaient à percuter la sonde, la force d'impact pourrait purement et simplement la détruire. Or, non seulement il faut que la sonde passe à proximité de sa cible, mais en plus, le but est de recueillir des échantillons. Pour protéger la sonde, la NASA va l'équiper de plusieurs boucliers de Whipple, nommés après l'astronome du même nom. Plusieurs couches de métal participent ainsi à assurer un blindage efficace des parties les plus critiques de la sonde. Pour la collecte d'échantillons, on choisit l'aérogel, la matière la moins dense qui existe sur Terre, afin de ralentir les échantillons sans qu'ils explosent et les piéger par la suite. Aerogel, although it's very fragile, but it has very high compressive strength. And let me demonstrate to you, this piece of aerogel weighs about 10 grams. This piece of plexiglass is about 50 grams. That's already 5 times the weight. This is 1,000 grams. This is another 1,000 grams, it's 2 kilograms. So this is 2,000 times its own weight. Le piège d'aérogel sera ensuite encapsulé dans un cocon protecteur qui lui permettra d'être ramené sur Terre. En plus de l'exploit technique d'envoyer une sonde vers une comète, de lui faire traverser un nuage de particules à plus de 6 km par seconde et ramener des échantillons sur Terre, il faut garantir que ces échantillons seront protégés de toute contamination. Il faut que la construction de la sonde soit faite dans une stérilité absolue. Imaginez que vous voulez savoir s'il y a des bactéries dans la glace des comètes. Il faut alors que votre réceptacle d'échantillons soit vide de toute bactérie humaine afin d'être sûr à 100% que celles que vous trouverez au retour viennent bien de la comète. Dès la phase de fabrication, chaque composant de la sonde est soigneusement nettoyé et assemblé dans des salles blanches, des environnements ultra propres qui empêchent la moindre intrusion de particules terrestres. L'aérogel, cœur du collecteur de poussière, est produit dans des conditions rigoureusement contrôlées pour conserver sa pureté chimique et capturer les particules sans altération. La capsule de rentrée, qui permettra de ramener les échantillons sur Terre, joue le rôle de forteresse hermétique. Pendant son retour sur Terre, elle protège les échantillons de toute exposition à l'atmosphère terrestre ou à d'éventuels micro-organismes. Des joints sont spécialement conçus et soumis à des tests rigoureux pour assurer l'étanchéité parfaite tout au long de la mission. Une fois la capsule récupérée, l'ouverture et l'analyse des échantillons se dérouleront dans des laboratoires ultra contrôlés. Ces précautions garantissent que les particules collectées restent intactes et authentiques, sans altération par l'environnement terrestre. Le 12 novembre 1998, Stardust arrive au Kennedy Space Center, en Floride, en vue de son lancement. Preuve que la contamination est une préoccupation majeure, lorsque les techniciens de la NASA doivent vérifier les systèmes de la sonde avant de la monter sur la fusée, la capsule destinée à contenir les échantillons de comète est ouverte dans une boîte à gants stérile de niveau 100, l'équivalent de celle utilisée dans l'industrie pharmaceutique. Les vérifications de tous les systèmes continueront jusqu'à la fin du mois de janvier 1999.
En parallèle, la fusée en charge de lancer Stardust, la Delta II, est assemblée près de son pas de tir. Véritable fer de lance du spatial américain, héritière des fusées Thor et Delta historiques des débuts, la Delta II, conçue par McDonnell Douglas et à l'époque opérée par Boeing, qui a racheté la firme, est une fusée fiable et précise qui a déjà 10 ans de réussite en 1999 et un seul échec. Stardust sera son 74e lancement. La petite sonde de 385 kg, dont seulement 85 kg de carburant, devra compter sur la précision de son lanceur pour la mettre sur une trajectoire absolument parfaite. Le reste dépendra ensuite des bons calculs des ingénieurs. Stardust est installé sur sa Delta II au pas de tir 17A de Cap Canaveral le 28 janvier 1999. Le lancement aura lieu le 7 février. 10, 8, 7, 6, green board all the way across, 4, 3, 2, we have main engine start, 0, and liftoff of the Stardust spacecraft, returning a time capsule with the elements of the formation of our solar system. Programs are going in on time. The disturbances are normal. Looks good. Vehicle looks very good, burning nicely. Main engine and verniers are looking good. On through Mach 1. Rates look good. Attitudes look good. Going through max Q, everything still looks good. The solids are burning nicely, very symmetrical. And we have solid motor burnout, a nice symmetrical solid motor burnout. We have solid motor jettison, all 4 solids came off. We have MECO, verniers continue to burn. We have vernier engine shut down. Stage separation has occurred, and we have second stage ignition. Ignition is normal with an oscillating regulator, looks fine. Regulator oscillations are damping out, chamber pressure looks good. Fairing is off and fairing separation look good. Pendant près de 2 ans, Stardust va réaliser un grand tour du Soleil. Elle ne rencontre rien, mais se prépare à son assistance gravitationnelle. Le 15 novembre 2000, la sonde approche la Terre à 6000 km. L'accélération qui en résulte l'envoie sur une trajectoire qui croisera celle de Wild 2. À nouveau, Stardust va passer 1 an et demi dans le vide interstellaire avant sa prochaine rencontre, non pas avec la comète, mais un astéroïde. Le 2 novembre 2002, la sonde passe à seulement 3000 km de l'astéroïde 5535 Anne Frank. Ce survol rapide, à une vitesse de 7 km par seconde, permet aux ingénieurs de calibrer et tester les instruments qui seront utilisés lors de l'arrivée à Wild 2. Découvert par Kyle Reinmuth, astronome allemand en 1942, il évolue dans la ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Ce survol permet d'évaluer sa taille, environ 6 km de long et 5 de large, et aussi d'autres données scientifiques plus complexes. Évidemment, ce survol est plus un entraînement pour la sonde plutôt qu'une réelle mission de relevé scientifique, mais pour ces derniers, c'est un bonus non négligeable pour l'étude de ces corps si nombreux et pourtant si mystérieux. Avant d'arriver vers Wild 2, Stardust doit encore attendre 1 an et faire un tour du Soleil. L'espace est vaste, donc pour les scientifiques, ce genre de mission demande de la patience. L'assistance gravitationnelle permet d'atteindre des cibles lointaines avec une quantité infime de carburant, mais rallonge le trajet. Tels 2 coureurs sur une piste d'athlétisme, qui ont une quantité d'énergie limitée et vont à des vitesses différentes, il est plus simple d'attendre le moment où les 2 seront au même endroit, plutôt que l'un des 2 ne s'époumonne à essayer de rattraper l'autre.
Enfin, le 31 décembre 2003, Stardust atteint la queue de la comète Wild 2. Depuis une semaine déjà, la grille d'aérogel est déployée et commence à recueillir des échantillons. À ce moment-là, les scientifiques s'attendent à ce que, logiquement, le nombre d'impacts augmente au fur et à mesure que l'on s'approche de la comète, avant de réduire quand on s'éloigne. Au lieu de ça, au fil des jours, il va y avoir plusieurs pics d'impact, montrant que la sonde traverse en réalité plusieurs jets provenant de la comète. Malgré le nombre d'impacts, Stardust tient le coup grâce à ses boucliers et l'approche continue. Le 2 janvier 2004, après plus de 3 milliards de kilomètres parcourus à travers le système solaire, Stardust réalise le survol de la comète Wild 2 à une distance minimale de seulement 237 km et la vitesse prévue de 6,1 km par seconde. Pendant toute l'opération, les caméras de la sonde sont braquées sur la comète et les 72 photos révèlent une forme de pomme de terre avec une surface accidentée, mais ces trous ne sont pas des cratères. La surface est plutôt jeune et il s'agit simplement de morceaux de la comète qui se sont détachés au fil du temps, une véritable surprise pour les scientifiques. 6 heures seulement après le survol, le collecteur d'échantillons se replie dans la capsule qui est scellée hermétiquement. Désormais, il ne reste plus que le voyage retour. La trajectoire de la sonde va de nouveau l'envoyer vers la Terre en 2006 sur une trajectoire d'impact. La NASA ne veut pas pour autant perdre la sonde, qui a plutôt bien survécu à la rencontre avec Wild 2. La trajectoire est spécialement réservée à la capsule de rentrée, qui contient les échantillons et sera larguée pour rentrer sur Terre. Le 15 janvier 2006, à l'approche de la Terre, la capsule d'échantillons est donc séparée de la sonde, qui allume ses moteurs pour éviter de rentrer avec elle. Le même jour, la capsule atterrit comme prévu dans le désert de l'Utah. Oh, that's cool. Quite a trail. Your spec has a great view. Oh, we got that, boys! Tandis que la capsule est sécurisée et emmenée vers un laboratoire, la sonde est toujours dans l'espace avec un nouvel objectif. Mais ça, on reviendra dessus un peu plus tard. Car en parallèle de Stardust, une autre mission tout aussi folle de la NASA est allée voir une autre comète, Deep Impact. Faisant également partie du programme Discovery, elle a pour but, cette fois, de se cracher volontairement sur une comète pour étudier la matière éjectée, les éjectats. C'est en réalité un duo de 2 vaisseaux. Un impacteur doté d'instruments, qui va, comme son nom l'indique, impacter la comète, et une sonde plus classique, qui va observer et mesurer l'impact et ses conséquences. We had 12 months to complete the assembly of the Prime spacecraft, complete the assembly of the Impactor spacecraft, go through the entire environmental test program, fix the flight software, fix the fall protection, fix all the bugs that we found along the way, and figure out in parallel how to hit the comet. There was that black day in November where somebody came in and accidentally deleted all the files. Sequences that we were working on for post-launch, encounter, everything, gone on one night. Deleted because somebody thought they needed space on a server. And it was like, how in the hell do we ever recover from this? Normally it takes many months to launch a spacecraft and check it all out in flight and learn its idiosyncrasies and get it all calibrated and working good. And so to launch the spacecraft and only 6 months from then have an encounter was very challenging. We were sleeping in our offices level of working hard. De la même façon que Stardust, Deep Impact partira également sur une Delta II
est sur le pas de tir voisin, le 17B, le 12 janvier 2005. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of a Delta II rocket carrying Deep Impact, NASA's journey to unlock the mystery of the solar system's origin. Burn out. And the air starts have ignited, and all 6 ground start motors have jettisoned. Comme toujours avec la Delta II, le lancement est l'occasion de magnifiques images d'un nuage qui étreint la fusée à l'allumage. Mais alors que la sonde est placée sur une orbite héliocentrique, autour du Soleil donc, le stress monte. Deep Impact s'est mise en mode de sécurité à cause d'un problème de température qui sera heureusement réglé. Désormais, il suffit de survivre jusqu'à la comète. Cette fois, pas besoin d'un long voyage. Au lieu de placer la sonde sur la trajectoire de la comète, elle n'a qu'à attendre Tempel 1. Découverte en 1867 par l'astronome allemand Wilhelm Tempel, 9P Tempel 1 est à peine plus grande que Wild 2, une patate de glace de 7,6 par 4,9 km. Là aussi, on a affaire à une comète très affectée par l'attraction gravitationnelle de Jupiter, ce qui lui fait changer régulièrement sa trajectoire, la dernière modification ayant eu lieu en 2024. Mais l'avantage de cette comète, c'est que son périhélie, c'est-à-dire le point le plus bas de son orbite autour du Soleil, est très proche de la Terre. Il suffit donc de lancer Deep Impact au bon moment, mettre la sonde sur une trajectoire un peu plus haute que celle de la Terre autour du Soleil et attendre le rendez-vous. Encore une fois, c'est une simple histoire de calcul. Ainsi, en mai 2005, 5 mois seulement après le lancement, la phase d'approche commence. Les caméras et instruments de la sonde s'activent les uns après les autres et les ingénieurs vérifient leurs calculs pour l'impacteur. Il va se passer 5 jours entre le largage de celui-ci et la collision avec la comète, et tout cela se passe à des millions de kilomètres de la Terre, avec un délai dans les communications. Il faut donc viser précisément grâce aux techniques de la mécanique orbitale. Lorsque la séparation a lieu le 3 juillet 2005, une longue attente commence. L'impact va être observé à la fois par la sonde, mais aussi l'impacteur, qui prend des photos et les relaie jusqu'à la sonde. Le matin du 4 juillet 2005, jour de fête nationale américaine, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA attendent le feu d'artifice le plus lointain de l'histoire de l'humanité. The impactor, once we release it, has an auto-nav system like we introduced with Deep Space One, and it locks onto the comet and tries to make sure that it's going to hit it. And it makes that first correction based on information from a long ways away. And so each successive correction as we get closer is going to be better and smarter. And so there wasn't a lot of actual commanding going on. It was mostly we're watching the spacecraft to make sure nothing funny happens. Mission, impactor flight, all impactor spacecraft subsystems green at this time. Impactor flight, impactor prop. Flight prop. LVC TCM thruster firing with accumulated on times increasing. Copy, thank you. Cat bed temps look as expected. The accumulated on time is about right as well. And we'll give you a more full report later. Copy, thank you. It was the biggest movement off the comet we have seen, period. Even more than any of the simulations. And the chatter is starting up that everybody's really worried on whether we can correct for that and come back in again. Fly by AutoNav. Go ahead. The AutoNav flyby B-plane is 365.8 by 341. They were going by 0 with the time of flight correction of less than 1 second at this point. Fly by AutoNav. Go ahead.
like to add to that B-plane information by saying we're about 1 kilometer off from the ground nav solution. After ITM-2, we have 6.5 kilograms of fuel remaining, which equates to 31 meters per second. Fly-by thermal. Request to go offline for 2 minutes. Dang, sitting next to me, he looks like a ghost because all the blood just drains out of him. And he says, Care, I need to go off net for a few minutes. You know, he goes off net, then he comes back 5 minutes later, and he looks better. And, you know, he kind of leans over to me and whispers to me saying, I just threw up. Because he was so sick from how big that ITM was, and he wasn't sure whether we'd come back in again or not. We can't do anything about it. All we can do is trust the work that we did. Impact flight, we've begun ITM-3. Impact flight, impact prompt. We also see TCM firing for ITM-3. Look at the jets. Look at all the jets. Yes. It's getting closer. We're maybe getting some serious dust hits. Our brave little spacecraft is in a very hostile environment here. We're going not only faster than a speeding bullet, we're going about 10 times faster than a speeding bullet. And that puts Superman to shame. We're expecting to lose the spacecraft any minute here. Flight, this is Delicon. We have lost and locked. Copy that. Team, we got a confirmation. Oh my God, look at that! Oh yeah! Incredible image you have put up on the screen. That's gotta go up on the screen. The impact. I mean, you gotta get it up there. La précision de l'impact est exceptionnelle. En plus de toucher exactement la zone visée, l'impact a eu lieu avec une différence de seulement 1 seconde sur l'heure calculée. Il n'y a pas que la sonde qui a observé l'impact. Plusieurs télescopes spatiaux et terrestres, comme Hubble ou le VLT, ont capturé leurs propres images et effectué des mesures à distance du nuage de poussière. Le VLT, en l'occurrence, situé sur le Mauna Kea à Hawaï, a observé la comète pendant 60 heures étalée sur 2 semaines. Les astronomes ont constaté que la comète continuait à éjecter de la matière du cratère pendant la quasi-totalité des 2 semaines d'observation. On estime que 250 000 tonnes d'eau ont été éjectées par cet impact. L'analyse spectroscopique de ce nuage de particules, qui permet de révéler sa composition par le spectre de lumière qu'on observe, a permis de détecter des argiles et des carbonates, 2 substances qui ne sont censées se former que dans de l'eau liquide. Comme d'habitude avec la science, en cherchant à répondre à certaines questions, les scientifiques sont amenés à se poser de nouvelles questions. Et justement, après l'impact de début juillet 2005, la NASA se retrouve avec encore 3 moyens de résoudre des mystères. La capsule contenant les échantillons de Stardust revenus sur Terre, et les 2 sondes Stardust et Deep Impact encore en orbite autour du Soleil. En ce qui concerne les échantillons, la plus grande précaution est prise pour les extraire de la capsule hermétique. Ils sont chargés sur un aéronef militaire depuis l'Utah et transportés dans le plus grand secret jusqu'au Johnson Space Center de Houston, non loin des roches lunaires des missions Apollo. Près de 200 scientifiques du monde entier vont alors se pencher sur les petits grains de comètes piégés dans l'aérogel. Concrètement, les grains récoltés ont ralenti dans l'aérogel, créant ces sillons bien visibles. Comme lors des études de la sonde lors du survol, l'examen de ces grains révèle la présence d'une multitude de minéraux différents, dont l'anorthite,
l'olivine et des sulfures, certains ne se formant que dans des environnements particulièrement chauds, ce qui contraste totalement avec l'environnement d'une comète, ce qui suppose une formation près du Soleil, alors que d'autres minéraux n'auraient pu se former que dans des environnements très froids. Tous ces grains, parfois agglomérés les uns aux autres, ne peuvent avoir été créés ensemble et posent de nouvelles questions sur leur formation. Cela suggère que certains éléments se sont formés avant le Soleil lui-même et viennent d'une géante rouge, et il en va de même pour les éléments organiques comme le carbone et la glycine. Cela ne peut que confirmer que les comètes sont de véritables capsules temporelles qui ont figé en leur cœur l'histoire complexe de la formation de notre système solaire et probablement de l'apparition de la vie sur Terre. Aujourd'hui, à l'instar des échantillons de roches lunaires d'Apollo, les grains de comètes récoltés par Stardust sont toujours disponibles à l'étude pour les scientifiques du monde entier sur simple demande et feront sans doute l'objet de nouvelles études scientifiques dans les décennies à venir. Pendant que les scientifiques se penchent sur les échantillons, les sondes Stardust et Deep Impact continuent leur périple spatial. Ayant encore du carburant et de l'énergie, la NASA décide de leur confier de nouvelles missions. Stardust Next est le nom de l'extension de mission pour la première. Après une hibernation pour économiser ses systèmes, elle réalise une manœuvre d'assistance gravitationnelle près de la Terre le 14 janvier 2009. L'objectif est de mettre la sonde sur la trajectoire d'une nouvelle comète, Tempel 1, qu'elle va survoler un mois plus tard, très exactement. Cette comète, cible initiale de Deep Impact, sera un terrain d'étude parfait pour Stardust, puisque ce survol, à seulement 181 km de distance, permet de constater visuellement les dégâts suite à la collision de Deep Impact. À leur grande surprise, les scientifiques constatent un minuscule cratère de 150 mètres de diamètre sur le lieu de l'impact, 5 ans et demi après. Il semblerait que les débris soient retombés sur la comète, ne laissant que peu de traces de l'événement. C'est alors la fin de la mission étendue de Stardust, qui finit de brûler ses derniers grammes de carburant en mars 2011. Désormais éteinte et incapable de communiquer, la sonde erre depuis, sans but, dans le système solaire, pour sans doute plusieurs milliards d'années. Sa capsule et une reproduction de son collecteur d'échantillons sont depuis exposées au Smithsonian Air and Space Museum de Washington. Pour Deep Impact, là aussi, une nouvelle mission commençait. Pour elle, la mission est nommée EPOXI, la combinaison de deux objectifs, EPOC, dédié à l'observation d'exoplanètes, et DIXI, qui caractérise l'extension de mission avec de nouvelles visites dans le système solaire. Dans cette optique, il est prévu de lui faire réaliser une assistance gravitationnelle de la Terre pour la placer sur la trajectoire de la comète 85P Boethyn. Première comète découverte aux Philippines, elle n'avait plus été observée depuis 1986 malgré des recherches intensives dans les décennies suivantes, qui furent en réalité les recherches de comètes les plus poussées de l'histoire, mobilisant les télescopes terrestres comme spatiaux, dans le visible comme dans l'infrarouge, sans donner le moindre résultat. Boethyn avait purement et simplement disparu. Le problème, c'est que Deep Impact était prête à aller à sa rencontre car c'était une candidate parfaite pour un survol. Une théorie émerge alors et semblera se confirmer au fil du temps. 85P Boethyn a fini par se briser et se sublimer sous l'effet du Soleil. Évidemment, il est très difficile de prouver qu'un objet déjà difficile à observer est toujours là, et la NASA a vraiment envie d'envoyer Deep Impact vers Boethyn. Les recherches continuent jusqu'au dernier moment, espérant qu'elle développe une queue à l'approche du Soleil, mais rien ne se passe. Il semble bel et bien que Boethyn a disparu pour de bon. Sa classification 85P devient 85D, indiquant qu'elle est portée disparue. La NASA n'a donc pas d'autre choix que de rediriger Deep Impact vers la deuxième comète la plus proche, ce qui rajoute 2 ans de voyage. Ainsi, le 4 novembre 2010, Deep Impact survole la comète 103P Hartley. Découverte par le Britannique Malcolm Hartley en 1986 en Australie,
Elle a une trajectoire passant assez près de la Terre, à l'instar de Tempel 1, ce qui facilite un rendez-vous pour Deep Impact. En réalité, elle passe si près de la Terre qu'en 2010, peu de temps avant le survol de la sonde, la comète était visible à l'œil nu depuis la Terre. D'une longueur modeste de 2,2 km et une largeur d'à peine un demi-kilomètre, elle se démarque par sa forme de cacahuète. En passant à 694 km de sa surface, Deep Impact observe ce corps à 2 lobes, chose encore rare à l'époque et qui s'avérera très courant chez les comètes. Une étude approfondie révèle que son noyau est constitué de glace d'eau mêlée à du méthanol, du dioxyde de carbone et possiblement de l'éthane. Ce qui est surprenant, c'est que ces gaz ont tendance à être éjectés depuis les extrémités de la comète, alors que le centre éjecte principalement de la vapeur d'eau. Encore une réponse qui amène plus de questions. Il est alors envisagé de continuer l'exploration d'astéroïdes et de comètes dans le voisinage de sa trajectoire, mais le 11 août 2013, le contact est subitement rompu avec la sonde. Pour une raison inconnue, Deep Impact ne reprendra plus jamais contact avec la Terre. Plusieurs hypothèses sont avancées, et une en particulier semble plus plausible que les autres. Selon le scientifique en chef de la mission Mike Ahern, il semblerait que l'ordinateur de bord se soit mis à redémarrer en boucle à cause d'une erreur informatique liée aux dates et heures, ce qu'on appelle un peu faussement le bug du nouvel an. Quoi qu'il en soit, la perte de Deep Impact ne sera pas une énorme perte pour la NASA et ses scientifiques, puisqu'elle aura livré des résultats importants pendant 9 ans et aura dépassé son temps de mission de 8 ans en prenant le temps de visiter une seconde comète de façon non planifiée. En août 2013 donc, elle rejoint Stardust dans l'espace interplanétaire, où elle erre encore aujourd'hui. Une mission spatiale qui se termine ne signifie pas qu'on a fini d'en récolter les fruits. Plus de 50 ans après Apollo, des études scientifiques continuent de sortir sur les roches récoltées. Quand un rover roule sur Mars, l'étude de ces données s'étale sur des décennies. Et surtout, ce qu'on apprend d'une sonde permet de planifier de nouveaux objectifs sur celles qui prendront la relève. Il en va de même pour Stardust et Deep Impact. En plus des échantillons ramenés sur Terre, les résultats de leur survol de Wild 2, Tempel 1 et Hartley 2 ont pavé la voie des missions futures vers des comètes, mais aussi des astéroïdes, comme Rosetta Philae, Osiris-Rex, Hayabusa 2, DART, Lucy ou plus récemment Hera. Autant dire que ces 2 sondes sont la preuve que, à la fois dans les comètes et dans la quête de connaissances, le temps semble suspendu.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne par un don sur Ko-fi ou Patreon, les liens sont en description. Cet épisode fait partie d'une série sur l'exploration des comètes, et les autres épisodes sont déjà disponibles dans la playlist des comètes sur la chaîne. Merci encore à Novium d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je rappelle que vous avez 10% de réduction et la livraison gratuite sur tous leurs overpens avec le QR code affiché à l'écran ou le lien en description avec le code STARDUST, et vous verrez, c'est vraiment un truc de dingue. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!